Si tu te coupes tout de suite de tes clients, tu te coupes de ton business en fait. Ce qui va faire la différence, c'est le customer care. Ton client, c'est pas que le client qui te donne des sous tous les mois. Il n'y a rien de plus important que la relation client. Interroger ses clients, c'est eux qui ont la réponse au final. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante. Une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centré sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Colorado Group. Colorado propose 2 choses, du conseil spécialisé en expérience et relations clients pour vous accompagner, imaginer et mettre en œuvre une expérience omnicanale efficace et une solution SaaS d'analyse et pilotage de la voix du client. J'ai déjà croisé plusieurs fois la route des équipes de Colorado et je suis fière aujourd'hui qu'ils soutiennent le client. N'hésitez vraiment pas à les contacter de ma part pour positionner l'expérience client au cœur de votre compétitivité. Bienvenue Amélie. Bonjour, bienvenue et merci de m'accueillir aujourd'hui. Quel est ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis à temps plein la fondatrice de Céladon, donc ça passe par diverses missions dont on aura l'occasion de revenir dessus. Avant, j'ai d'abord fait une classe préparatoire et une école de commerce, parcours assez classique. Je savais pas forcément ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je savais que j'étais une personne qui avait besoin, entre guillemets, un peu de faire ses armes et d'apprendre avant d'oser me lancer. J'avais fait pendant mes études un MBA au Canada spécialisé sur l'entrepreneuriat. Donc c'est là qu'était née un peu mon envie d'entreprendre, de lancer un projet à moi. Mais voilà, je savais que je voulais apprendre et travailler aux côtés de fondateurs, notamment avant de me lancer et d'acquérir de l'expérience. Donc j'ai commencé à travailler chez Birchbox, anciennement Birchbox, aujourd'hui Blissim. Sur la partie e-shop, donc vraiment la partie achat, produits, réassort, stock, etc. Un petit peu de logistique. Et l'idée pour moi, Birchbox à l'époque, c'était une petite boîte, on était une vingtaine, donc c'était vraiment de pouvoir travailler justement à faire grandir un projet, à apprendre ce qu'était l'entrepreneuriat, à côtoyer les fondateurs et à comprendre leurs enjeux, comment ça se passe vraiment le développement d'un projet. J'ai travaillé du coup pendant 3 ans chez Birchbox. Ensuite, je suis partie chez My Jolly Candle, qui était du coup à l'époque une entreprise encore plus petite que Birchbox. Ils étaient à peu près 8 quand j'ai rejoint l'aventure. Donc là, l'idée, c'était vraiment de travailler au plus près de Samuel, qui est le fondateur de My Jolly. Samuel Guest, c'est ça ? Exactement, ouais, tout à fait. Pour vraiment pouvoir encore enrichir mon expérience, enrichir ce que j'avais pu découvrir du monde de la start-up, on va dire, et de l'entrepreneuriat. Donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi à ses côtés, toujours sur la partie produits, achat des matières, développement des produits. Donc vraiment cette partie achat et logistique qui est quand même assez ancrée, on va dire, dans mon parcours. Et j'avais toujours pendant ces années du coup chez Birchbox et My Jolly mon envie de me lancer, mais j'attendais, on va dire, un peu le bon moment et la bonne idée aussi pour le faire. Tu savais pas donc forcément dans quoi tu voulais te lancer, tu avais pas de pré-idée. Ouais, exactement. Je savais pas encore vraiment si ça allait être juste une boutique, si ça allait être un site internet, si ça allait être une marque, si c'est un revendeur, parce que du coup j'avais fait les 2 côtés, j'avais pu voir du coup ce qui était vraiment de créer une marque et des produits avec My Jolly Candle et d'être plus distributeur et revendeur et du coup de créer un peu une marketplace, on va dire, pour des marques déjà développées. Donc j'avais un peu ces 2 expériences et je savais pas encore précisément vers quoi j'allais me diriger.
Et arrivé, on va dire, une période de chômage pour moi où je me suis dit que c'était vraiment le bon moment, en tout cas, de me poser les questions avant de me relancer la tête baissée dans un nouveau parcours ou une nouvelle expérience. Je voulais du coup vraiment me poser les questions. Est-ce que c'était le bon moment de me lancer? À ce moment-là est arrivé aussi le confinement, qui a été du coup une période assez délicate, je pense, pour pas mal de monde et qui a permis justement de se poser encore plus de questions et on va dire, d'engendrer des changements parce que on a pris le temps d'être chez soi, on a pris le temps de redécouvrir nos appartements, on a pris le temps d'être confiné dans 35 mètres carrés avec son conjoint, donc c'était pas forcément facile tous les jours. Et du coup est né le projet Céladon vraiment pendant le confinement ou confiné du coup avec Martin, mon conjoint. J'avançais sur ce projet, c'est sur cette envie de me lancer. J'avais déjà une passion pour la céramique et l'art de la table et en faisant tout à fait des recherches personnelles où j'avais envie de changer ma vaisselle parce que j'en pouvais plus de ma vaisselle d'étudiante que j'avais depuis des années. J'ai pas trouvé, on va dire, mon bonheur sur le marché et du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser en tout cas dans ce domaine-là. Et donc c'est là qu'est né vraiment en tout cas les recherches, le projet Céladon, en tout cas le projet qui était qu'un projet personnel au début et une envie juste d'approfondir un petit peu cette intuition et ce manque de satisfaction par rapport à ce qu'il y avait sur le marché actuel. Ok, et attends, si je reviens un petit peu avant, comment ça se fait que tu t'es retrouvée au chômage? Parce que j'ai fait 6 mois chez Beauté Privée après My Jolly Candle. D'accord. C'était pour moi, c'était revenir un petit peu à mes premiers amours de la cosmétique, de la revente, de la partie vraiment achat du coup de marques et on va dire aller dénicher les petites marques de cosmétiques. C'était une période différente et pas mal changeante, on va dire, pour Beauté Privée parce qu'il venait d'être acheté par Showroom Privé. Donc du coup, c'était plus cette ambiance de start-up et de petites boîtes que moi j'aime et dans laquelle je sais que j'ai besoin d'évoluer. Du coup, j'ai mis fin entre guillemets à cette expérience plus rapidement que prévu. Et du coup, j'ai pu avoir ce moment de chômage juste en janvier 2020 du coup. Ok. Et tu penses que ça devient d'où cette passion pour la céramique? Cette passion pour la céramique, elle s'est pas mal développée avec le temps aussi. Au début, c'était vraiment plus le côté art de la table, déco, pas céramique en particulier. Elle est venue vraiment avec le temps, avec les recherches aussi que j'ai fait, avec les cours que je prends. Moi, ça fait 1 an et demi que je prends des cours toutes les semaines pour vraiment apprendre la céramique et apprendre à moi un jour devenir céramiste si tout va bien. Mais du coup, c'est vraiment venu un peu avec le temps et avec les recherches. J'ai lu des livres du coup pas mal pendant le confinement. J'ai regardé des vidéos sur la fabrication. Et au final, ça m'a vraiment parlé parce que la céramique, en tout cas, c'est une matière qui nous permet de faire des objets qu'on peut vraiment utiliser au quotidien. Donc c'est ça qui était important pour moi, c'était pouvoir trouver en tout cas une vaisselle que j'ai envie d'utiliser tous les jours parce que je suis plus, on va dire, au service un peu de ma grand-mère que j'ai hérité, que je garde que pour les grandes occasions. J'avais vraiment envie de me faire plaisir au quotidien et c'était vraiment ça, en tout cas, l'idée qui est née pendant le confinement, c'était de se faire plaisir au quotidien. Parce qu'on était à la maison, tout le temps devant la même assiette, tout le temps devant les mêmes murs. Enfin, ça pouvait être un petit peu anxiogène, on va dire. Donc, du coup, il y avait vraiment cette envie d'avoir une vaisselle quotidienne, mais qui soit quand même jolie et résistante, du coup. Et c'est comme ça que j'ai découvert que le grès, donc la céramique en grès, était justement une matière qui permettait une utilisation quotidienne parce que les produits passent au lave-vaisselle, ils passent au four, ils passent au micro-ondes. Donc du coup, ça permet vraiment d'avoir une vaisselle qu'on peut utiliser tous les jours sans la corvée de laver à la main forcément derrière, de pas pouvoir faire réchauffer son plat au micro-ondes parce que c'est un soir de semaine. Donc voilà, c'était ça qui était intéressant et c'est comme ça que vraiment la passion de la céramique et du grès est née, on va dire, enfin en tout cas a grandi pour moi. Très bien. Et alors, du coup, comment tu définirais Céladon aujourd'hui? Céladon aujourd'hui, je dirais que c'est une marque de vaisselle et d'objets de décoration en céramique en grès qui est fabriquée avec amour au Portugal, sous le soleil du coup portugais. C'est une marque qui est disponible du coup sur le site internet en propre, qui n'est pas revendue pour l'instant
ailleurs et avec une première boutique qu'on a ouvert il y a à peu près 3 mois, donc c'est assez récent, Ouais. en plein cœur de Paris et qui est une boutique hyper sympa parce que vous allez rencontrer toute l'équipe qui est sur place. Donc il y a vraiment un côté chouette et en tout cas une marque qui essaye aussi d'être assez proche de ses clients. Très bien. Et je me demande, tu vois, parce que du coup, tu avais quand même un passif en termes d'expérience professionnelle avec des marques très digitales et je trouve très mass market. Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que tu as voulu garder et ne pas garder de ces expériences? Ça m'a appris, alors oui, c'est des marques digitales à la base, mais c'est des marques qui ont après développé le côté retail. Oui. Et justement, quand moi j'y étais, j'ai beaucoup travaillé sur la première boutique Birchbox à Paris. Du coup, je me suis pas mal occupée de la boutique. On était une petite équipe de 4 à gérer vraiment l'ouverture de cette boutique. Donc, c'était une première expérience pour moi qui sortait justement du digital et qui avait ce côté retail. Et j'ai compris l'intérêt, en tout cas, du retail pour une marque digitale, justement, au moment de Birchbox et encore plus avec MyJoly, qui du coup avait pareil été né sur Internet pour ensuite ouvrir une deuxième boutique. Et moi, j'ai vécu l'ouverture du coup de la deuxième et troisième boutique à Paris. Donc, c'était vraiment au cœur de mes expériences, cette notion de coupler le digital avec le retail parce que justement, en fait, tout n'est pas vendable en ligne. Il y a vraiment, j'avais recueilli des tonnes de fois les retours des clients qui disaient qu'en fait, oui, ils ont envie d'acheter une bougie, oui, ils ont envie d'acheter de la crème ou un fond de teint en ligne, mais en fait, ils ont besoin de voir le produit. Tout simplement, c'est des produits ou de sentir le produit quand c'est une bougie en l'occurrence. Mais il y a vraiment ce côté très important pour les clients et ce que je comprends parce que je suis la première à l'appliquer, on va dire. Mais c'est cette envie de toucher, de voir les produits, de pouvoir choisir en vrai. Donc du coup, ça permet vraiment de compléter, on va dire, l'expérience client, de pouvoir à la fois voir en ligne et après venir choisir vraiment en boutique. Et c'est d'autant plus fort sur la vaisselle parce qu'il y a vraiment, il y a une partie où c'est des produits qui sont uniques. Les couleurs varient sur chaque pièce. On a des émaux qui sont réactifs, donc il n'y aura pas une seule réaction pareille sur deux mêmes assiettes, on va dire. Et en même temps, de pouvoir vraiment se rendre compte de la forme, se rendre compte du poids, se rendre compte de la taille des produits. Enfin, toutes les photos, c'est moi qui les fais pour le site comme pour les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas une formation de photographe, donc c'est pas forcément toujours évident de rendre compte justement des dimensions des produits, de rendre compte de toutes les couleurs. Donc, il y a vraiment cet intérêt que j'avais compris, on va dire, à l'époque de Birchbox et chez MyJoly et que j'ai voulu tout de suite retranscrire chez Celadon, c'est cet intérêt de coupler l'expérience digitale à l'expérience retail. Ok, très clair. Et alors, si tu devais définir on va dire en une phrase, c'est quoi pour toi une bonne expérience client? Est-ce que c'est une expérience qui couple forcément le digital au retail? Je dirais que c'est une expérience un peu plus globale. C'est pas forcément, enfin, il peut y avoir de très bonnes expériences qui coupent pas les deux. Pour moi, c'est juste surtout une expérience dont on va se souvenir, dont on se rappellera et qu'on aura envie de partager autour de nous. Je pense que vraiment, ce qui est important sur une expérience pour le client, c'est de pouvoir ensuite aller la raconter autour de soi. En fait, on est content quand on a eu une bonne expérience sur plein de points différents. Enfin, j'ai toujours eu en tête une phrase un peu que m'avait dit mon associé, du coup, conjoint, quand on a lancé Celadon, qui avait les premières discussions sur le service client. C'est qu'au final, un client qui a un souci, c'est un client avec qui on échange, avec qui on partage, avec qui du coup, on comprend, on s'améliore, etc. Et du coup, in fine, c'est un client qui est d'autant plus satisfait qu'un client avec qui on n'a pas pu avec qui on n'a pas pu s'exprimer, avec qui on n'a pas pu échanger. Donc il y a vraiment cette notion en tout cas d'expérience personnalisée et très qualitative dont on a envie de parler après. Donc c'est plus global que simplement le digital et le retail pour moi. Ok, et alors c'est quoi les premières étapes par lesquelles tu es passée? Donc c'est-à-dire que, ok, donc tu trouves qui va fabriquer les assiettes, notamment, même s'il n'y a pas, il y a pas que ça. Tu fais ton site internet. C'est quoi les premières étapes en termes de relation client? Si tu devais me faire la chronologie de qu'est-ce qui s'est passé de la création de Celadon à aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça va être dur de tout résumer, mais en termes d'expérience client, je dirais que comme on a d'abord lancé le site internet fin septembre et après on a tout de suite fait un premier pop-up store.
Donc voilà, toujours avec cette envie de coupler digital, le retail, on a fait les deux en même temps, donc tout s'est passé sur la première quinzaine d'octobre 2020. Donc les premiers expériences clients et les premiers retours clients, justement, on les a eu dès le pop-up store. Donc c'est ça qui était hyper intéressant, c'était de pouvoir justement tester le concept et tester le projet, les produits tout de suite sur nos clients et avoir leur retour. Une petite question qu'on posait tout le temps et qu'on continue à poser tous les jours en boutique et qui est pour moi hyper importante, c'est comment vous nous avez connus. Parce que vraiment, on a fait le premier pop-up store, on n'était pas du tout connus, on avait 400 personnes qui nous suivaient sur Instagram, on avait lancé le site internet 10 jours avant, donc vraiment on était personne. Et du coup, le but était de comprendre qu'est-ce qui avait attiré les gens à venir chez nous, à pousser la porte de la boutique et de recueillir un maximum déjà d'informations et de retours pour pouvoir nous améliorer après, travailler pour les prochains pop-up stores, etc. Donc les premiers retours ont commencé, on va dire, les premiers échanges avec les clients ont commencé à ce moment-là. Au début, j'avais à cœur et j'avoue que malheureusement, j'ai pas réussi à le tenir assez longtemps, mais j'ai essayé d'appeler tout le temps les premières clientes, en fait, tout simplement qui avaient commandé en ligne et que je ne connaissais pas, parce qu'on va pas se mentir, les premières commandes, c'est quand même un entourage assez proche. C'est clair. Donc du coup, au début, pas forcément la peine d'appeler pour savoir comment ça s'est passé. Donc là, voilà, les premières clientes, on va dire les 30 premières clientes, j'avais vraiment à cœur et j'essayais de le faire assez souvent, de les appeler pour vraiment comprendre comment s'était passé le parcours aussi sur le site, comprendre qu'est-ce qui les avait poussées à acheter chez nous alors qu'elles ne nous connaissaient pas forcément, comment elles nous avaient connus. Enfin, il y avait vraiment cette envie de nouer une première relation avec ses clientes et de puis pouvoir d'apprendre en fait, c'est ça, exactement, d'apprendre d'elles effectivement, enfin d'elles deux. Et tu t'étais posé des questions en amont déjà quand tu as construit le site internet, c'était comment est-ce que les clients ils pouvaient rentrer en contact avec toi par exemple? Ça m'intéresse de comprendre quel est ton cheminement, tu vois, aujourd'hui. Si je me repositionnais au tout début, Marine très jeune, sans cheveux blancs parce que j'en ai quand même quelques-uns et sans rides parce que j'en ai quand même quelques-unes. Et tu vois, genre, très rapidement, j'ai mis un chat en ligne, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai fait des trucs comme ça, mais alors, est-ce que toi, tu t'étais amusée à faire ce genre de choses? Ouais, tout de suite, en fait, l'avantage du coup de l'association aussi et de nos expériences passées, c'est que je suis associée du coup avec mon conjoint Martin. Et petite histoire que j'avais pas dit, c'est que je l'ai rencontré chez My Jolie Candle où il est le bras droit du fondateur. D'accord. Donc on a tous les deux une expérience déjà assez forte en termes de digital et on a tous les deux on va dire des compétences qui sont très complémentaires. On n'est pas du tout forcément sur les mêmes sujets l'un et l'autre, même si on échange du coup beaucoup. Mais voilà, on a chacun de nos spécialités quand même dans cette expérience digitale. Et donc, on avait tout de suite eu l'expérience My Jolie Candle. Donc, on savait à peu près les codes et les premières choses à mettre en place sur le service client. Martin l'avait notamment géré chez My Jolie Candle à une époque. Donc, il savait à peu près comment, on savait tous les deux vraiment comment ça pouvait se passer justement et qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir un service client. Pareil, chez Birchbox, le service client est en interne. Donc, j'ai toujours vu comment ça fonctionnait. J'ai échangé pas mal avec elles parce qu'elles avaient des questions sur les produits que moi je savais, etc. et pas forcément elles. Donc, voilà, il y a toujours eu le service client a toujours été au cœur aussi de nos expériences passées, que ce soit à Martin ou à moi. Et donc, du coup, on savait dès le départ, entre guillemets, ce qu'il fallait faire. Donc, on a tout de suite mis un formulaire sur le site parce que du coup, avec Shopify, on avait la possibilité de mettre un formulaire tout prêt pour que les personnes puissent nous contacter. On a tout de suite créé une adresse mail spécialisée que pareil, on mettait assez souvent sur le site ou sur Instagram pour donner la possibilité de communiquer avec nous. Pareil, les réseaux sociaux, on a toujours répondu à tous les messages, on a toujours on l'a toujours géré nous-mêmes, donc forcément ça nous permettait aussi de rentrer plus facilement en lien avec nos clients ou en tout cas ceux qui étaient en demande de conseils ou de questions. On a essayé le chat, pour tout avouer, on a essayé le chat, je pense, trop vite et pas forcément bien, parce que du coup, moi, j'avais pas forcément en tête on va dire l'intérêt, la réactivité qu'il faut avoir sur un chat. Martin me l'avait installé et à une époque où il travaillait pas encore autant sur Celadon, donc c'était vraiment un mois de répondre au chat tout de suite et j'avais pas cette notion d'instantanéité. Je pouvais
tout simplement pas forcément me le permettre non plus parce que parfois j'étais en rendez-vous, parfois je pouvais pas en tout cas. Donc du coup, on l'a vite arrêté aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on était pas prêt et que quitte à le faire, on avait envie de le faire bien et que en fait un chat, si c'est pour répondre 2 heures après, ça n'a pas de grand intérêt. Donc on a coupé ça, mais on va y revenir un jour parce que je Mais pense que c'est c'est assez important, ouais. Mais c'est hyper intéressant de parler de la taille, tu vois? Parce que, effectivement, peut-être qu'il y a des fois où on anticipe un peu trop et au final, on se prend les pieds dans le tapis et ce que tu dis, ça fait vachement écho chez moi parce que c'était exactement la même chose. Sérieux, j'avais mis un chat sur le site, j'avais jamais de message, jamais et puis alors, comme par hasard, le moment où j'étais dans le métro, tu vois? Là, à un moment, il y a du réseau et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit et alors l si tu ne réponds pas, mais genre dans les 2 minutes, mais tu te fais défoncer, Mmh. défoncer, Ouais, défoncer, c'est tu ça. vois? Enfin, C'est qu'en fait, il y a un côté instantanéité vraiment avec le chat qui est compliqué à suivre quand tu es un peu seul sur le projet, qu'il bien y a pas sûr. forcément une équipe service client derrière pour pouvoir gérer. Quand, tu fais 15 000 choses à la fois et que en fait, le client en plus, ça tu l'habitues vraiment à lui apporter une réponse dans la seconde, alors que s'il faisait un mail, il avait la réponse, 2 heures après. Mais voilà, c'est aussi intéressant de pas l'avoir. Après, on regrette pas et on aura essayé et vraiment on apprend tous les jours, hein, mais voilà, c'était un petit fail qu'on a eu à l'époque, on va dire. Très clair et aujourd'hui, pardon, c'est quoi tes enjeux en termes de relations clients? C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez quand même bien grandi, même s'il y a encore plein d'étapes à passer et c'est tout ce qu'on vous souhaite évidemment. Hem, Comment vous êtes aujourd'hui? Comment vous vous organisez si tu devais reprendre le Céladon du premier trimestre, vraiment du lancement versus maintenant? Comment ça se passe? On est mieux organisé, ça déjà c'est sûr. Après, on n'est toujours pas parfait et pareil, on continue à s'améliorer, vraiment tous les jours. Sur la partie service client, on a installé du coup récemment un outil de gestion, un help, center, Ouais. un peu, global pour pouvoir du coup gérer tous les tickets et puis gérer depuis, les adresses mail. On est en train de faire, donc du Tu as coup de pris quoi prendre la main. comme outil? Du coup, tu es sur Shopify, C'est ça s'appelle? ouais, c'est Helpdesk, je crois, du coup. OK, Il me ça marche. semble, oui, sur Shopify, c'est un outil assez basique, pour l'instant. On est en train de faire la passation, du coup, vraiment de la boîte mail à cet outil-là, qu'il faut qu'on prenne en main. En termes de gestion des équipes, au début, c'était pas mal moi parce que j'avais aussi cette envie, du coup, d'échanger avec les clients, d'avoir, leurs retours, leurs conseils, et j'aimais bien l'idée, en tout cas, de pouvoir créer aussi une relation privilégiée, avec les clients. Il y a toujours, on va dire en tout cas, on se sent vraiment plus privilégié aussi quand on peut échanger directement avec la fondatrice. Ça crée, on va dire, un lien un peu plus direct, un peu plus sympa, surtout quand c'est une petite aventure que ça donne on va dire, un côté humain aussi à toute cette aventure et à toute cette marque et en tout cas, voilà, à cette marque et à sa commande aussi. Enfin, il y a pas mal de personnes qui me disent, j'ai un mail qui part après la première commande, qui part du coup de ma boîte mail, qui remercie, on va dire, déjà pour, la première commande sur Céladon et surtout qui explique que voilà, c'est une petite aventure, que c'est une aventure, entrepreneuriale avant tout et humaine, que j'avais vu une fois sur sur Instagram, une phrase, qui disait qu'après chaque, commande, on fait la danse de la joie parce qu'on est encore une petite entreprise. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Après chaque commande, on continue à faire, une danse de la joie parce que c'est toujours un plaisir de satisfaire nos clients, et qui invite aussi du coup aux clients à me répondre à ce mail-là pour m'indiquer comment ils nous ont connus, pour échanger et discuter. Je suis toujours hyper heureuse de papoter céramique, on va dire, avec les clients. Donc, il y a un côté assez sympa aussi à ça. Et au final, c'est un mail qui fonctionne vraiment bien. On a plus de 85% de taux d'ouverture. On a plus de 65% de taux de réponse. Donc, on sent que les clients sont vraiment contents. Et très souvent, la première phrase qui revient, c'est sympa de mettre un côté humain derrière ma commande et derrière l'achat en ligne. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans ce mail-là et dans l'expérience client.
C'est bien 65% de taux de réponse parce qu'en plus, c'est des questions finalement qui restent très ouvertes, ce que tu poses. Et donc, faut vraiment prendre le temps de répondre et de mettre sujet, verbe, complément, tu vois. Vraiment et je suis, toujours étonnée et ravie de voir justement les clients qui prennent le temps, de répondre, qui en plus, en règle générale, c'est pas juste une simple réponse avec, de 2 mots et un verbe, comme tu dis. C'est vraiment, des réponses qui sont très très précises, très claires, qui sont très gentilles, très encourageantes aussi. Il y a beaucoup du coup d'encouragement, de soutien. Enfin, c'est vraiment génial et c'est en tout cas, ces mails, je les lis à chaque fois avec bonheur et je suis ravie de pouvoir, créer, on va dire, une petite connexion, dès le départ avec, nos 1ers clients pour, justement, lancer l'aventure, avec eux, on va dire. Et je Ouais. sais plus du coup la question initiale, je me suis un petit peu perdue, dans mes explications. Ça arrive souvent sur le podcast, t'inquiète. Bon, je me sens moins seule alors. Comment vous êtes aujourd'hui par rapport à avant? Du coup, donc on parlait d'organisation, on a dérivé sur l'outil que vous utilisez, machin, le mail donc qui part, vas-y. Tout à fait. Donc du coup, au début, c'était pas mal moi qui gérais le service client et la relation avec les clients. Là, on est en train de le déverser davantage sur Martin, justement, qui va reprendre la main sur l'outil pour, que je puisse me dégager aussi du temps sur d'autres sujets, même si je continuerai à papoter céramique avec plaisir, avec mes clientes et que je continue, du coup, à les voir assez souvent en boutique parce que nos bureaux sont juste derrière. Donc, je suis jamais très loin. Mais voilà, pour commencer à processiser un peu tout ça et qu'ensuite on puisse aussi nous le déléguer, à une équipe, dédiée, par la suite. OK, très clair. Aujourd'hui, vous avez combien de demandes entrantes, par, semaine, par mois? Je sais pas quel ratio, tu veux prendre? Sur tous les canaux confondus, je dirais que par semaine, on a entre 20 et 30, demandes entrantes. En OK. fonction aussi des périodes, forcément sur la période de Mmh. Noël, c'est un peu plus important parce qu'il y a plus de questions sur les livraisons, sur les réassorts, et cetera. Mais, en règle générale, on a pas mal de demandes sur tous les canaux, confondus, ouais. Et les gens vous contactent plus par quel canal? Je dirais que c'est quand même assez, bien réparti, Ouais. entre le mail qui fonctionne bien, enfin j'englobe du coup mail et fonctionnaire, Oui, formulaire pardon, mmh. en ligne et après c'est, messages privés sur, Instagram principalement. Donc je dirais que c'est pas mal bien réparti, ouais, entre ces deux canaux. On a pas mal de téléphones aussi, que j'ai oublié de mentionner, qu'on a installé du coup récemment avec, l'ouverture de la boutique. Donc on a le téléphone, dédié à la boutique et c'est vrai que on a à peu près, 1 ou 2 appels par jour depuis qu'on l'a installé, donc c'est un outil qui fonctionne bien aussi et qui est aussi sympa, pour nous comme pour les clientes de pouvoir nous avoir et avoir aussi une voix humaine, derrière le téléphone. OK, très clair et j'aimerais bien qu'on parle de l'expérience colis parce que en gros, enfin moi quand je regarde le site, de Céladon, quand je me dis tu vois, j'ouvre mon placard et je me dis: «OK, alors j'ai quoi comme vaisselle chez moi?» Alors effectivement, il y a toujours, là, ces petites phrases, où tu sais: «Tu sais que tu as passé le cap des 30 ans quand?» Ah attends, il y a mon Siri qui vient de se déclencher. Bah et Quand alors? tu as Je envie savais de vaisselle. Exactement, tu sais que tu as passé le cap des 30 ans quand, et voilà, on est le premier jour des soldes, quand tu te dis: «Ah bah tiens, je changerais bien ma vaisselle. Oh, je changerais bien mes draps» et cetera. Ouais, voilà. Effectivement et donc il y a un delta entre c'est quoi le prix moyen aujourd'hui, d'une assiette chez IKEA qui pourrait correspondre un peu, ta vaisselle, d'étudiant, tu vois? Oui. Et versus en même temps quel est le prix moyen, d'une assiette, Hermès, tu vois? D'un plat Hermès. Enfin, tu as des mondes qui existent comme ça et que tu méconnais quand tu as avant 30 ans, on va dire, sans stigmatiser et c'est vrai que tu en fait, il y a tout un monde et il y a le marché est hyper large. Ouais, tout à fait. Bah, nous, dès le début, du coup, on avait évidemment cerné que le marché était assez large. Il répond, on va dire, principalement aussi à des besoins. Mmh. Effectivement, que comme tu l'as dit, on n'a pas forcément les mêmes besoins en vaisselle, ni les mêmes envies, entre 25 ans, entre 30 ans et 45 ans, on va dire. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir avoir des marques, des produits qui se situent un peu, différemment sur le marché en fonction des besoins et des envies. Nous, on a justement essayé de se positionner sur,
cette notion un peu de la trentenaire, hein, je le suis, donc forcément c'est aussi plus facile de se positionner là où on est. Donc du coup un peu plus sur cette envie voilà de changer de vaisselle, d'avoir une belle vaisselle, mais d'avoir en tout cas une vaisselle qui reste quand même abordable. C'était important pour nous de pouvoir proposer justement des prix assez justes qui se positionnent principalement entre on va dire les céramistes un peu plus indépendantes où là les prix sont un peu plus importants parce que forcément c'est un travail aussi qui est différent, et les marques on va dire un peu plus de mass market où là les prix sont encore plus abordables mais sont voilà une production, une histoire différente de la nôtre. Donc on avait tout de suite envie de se positionner on va dire entre ces deux marchés-là pour répondre justement à cette envie d'une vaisselle quotidienne et en même temps une vaisselle abordable. Parce que ce qui est important dans une vaisselle quotidienne, c'est de pouvoir se faire plaisir et pas forcément de pouvoir acheter que 2 assiettes. On a envie d'avoir son service complet, on a envie d'avoir un set de vaisselle, le bol qui va avec. Donc c'était important pour nous de vraiment positionner des prix qui soient assez justes tout en étant abordables pour pouvoir justement vraiment se faire plaisir et avoir une vaisselle toujours du quotidien. Ok, et c'est quoi le panier moyen aujourd'hui chez Céladon? Le panier moyen aujourd'hui chez Céladon, il varie pas mal. On a été pas mal malheureusement victimes de notre succès comme on dit, et donc on a connu pas mal de ruptures. Donc forcément le panier moyen varie en fonction des moments de rupture ou pas. En ligne, on est plutôt aux alentours de 90 € quand on a pas trop de rupture justement. Et en boutique, c'est un petit peu plus bas, même si j'ai pas regardé les chiffres récemment avec Noël, mais on sera plutôt aux alentours de 70 €. Donc il y a une différence. On sent que quand en tout cas on achète en ligne et on passe le cap aussi d'acheter en ligne, on dépense aussi un petit peu plus parce que on a une commande, on a des frais de livraison, donc on se la cherche un peu plus. Même si en boutique, au final, il y a cette notion de on voit différents produits, on peut les toucher. Ce qui fait parfois peur à nos clients, c'est justement comment repartir avec tous ces produits quand on en prend plusieurs et que c'est des produits qui sont quand même assez lourds. Donc voilà, on sent il y a 2 parcours et 2 envies d'achat un peu différents. Ok. Et donc, du coup, si je passe commande sur le site internet, donc vraiment le parcours digital, c'est quoi l'expérience colis qui y est associée? Parce que Ouais, tu as quand même un historique dans des marques où l'expérience colis, je trouve, enfin, il y a un truc, tu vois, c'est pour moi, notamment Birchbox qui a démocratisé un peu l'expérience colis, sincèrement. Ouais, non, tout à fait. Il y a Birchbox et il y a Cézanne pour moi qui sont Ouais. deux inspirations assez importantes. Dès le départ, pareil, j'avais cette envie d'une expérience du coup personnalisée. En fait, pour reprendre simplement mes premières avancées, on va dire, sur le service client, c'était déjà de juste me poser et de faire le parcours client de A à Z. Juste du coup de savoir vraiment comment ça allait se passer, vraiment à chaque étape pour le client. Donc je me suis posée, j'ai regardé en fonction de la boutique, le site et cetera et de pouvoir construire tout ça. Au niveau du colis, ça a toujours été du coup, on va dire, une zone un peu à risque parce que la livraison de vaisselle, en ligne, ça C'est fait, clair. hyper peur. J'ai eu plein de retours de clients qui me disent qu'ils ont commandé, je citerai pas les noms, mais du coup par-ci par-là et qu'à chaque fois il y a au moins un article qui est cassé, ou alors il y a une tonne de papier bulle. Donc c'est voilà, c'est des colis où l'expérience est plus que moyenne parce que même si le colis, on va dire, est pas forcément beau, s'il y a quelque chose de caché, de cassé à l'intérieur, l'expérience est de base foutue, on va dire, entre guillemets. Non, c'est clair. En tout cas, plus dur à rattraper et c'est là où il y a, on va dire, un service après-vente, du coup, qui vient après. Mais en tout cas, sur l'expérience colis, de base, ce qui était important pour moi, c'est vraiment de la mettre au cœur de cette expérience parce que ça allait être une zone à risque. Donc, j'ai réfléchi à comment on pouvait faire des colis qui soient pas trop moche, honnêtement, ce qui n'est pas facile parce que c'est de la vaisselle, donc on n'envoie pas une fringue dans une jolie enveloppe. Enfin, c'est plus compliqué à expédier, qui soit relativement respectueux de l'environnement, autant que possible. Donc on a vraiment travaillé là-dessus et dès le départ, on a eu des colis qui étaient zéro plastique.
Donc, on met 0 papier bulle à l'intérieur de nos colis. C'est que du papier cartonné avec du papier recyclé pour protéger. Donc, ça demande pas mal de boulot et de préparation, mais c'est hyper intéressant et c'est une vraie fierté aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas de plastique quand on expédie de la vaisselle. Ouais, et c'est un engagement fort, surtout au début quand tu te lances, tu vois, parce qu'il y a l'expérience colis au début quand tu te lances et où tu n'as pas de volume et tu sais pas en plus exactement les volumes. Alors déjà, les volumes peuvent être petits, mais tu sais pas quel volume tu vas avoir. Tu vas pas t'amuser à partir en prod, à te faire tes emballages avec des inserts, etc., tout sur mesure et tout. C'est pas possible, quoi. J'imagine bien qu'elle devait être la tête du premier colis Cézanne versus ceux qu'on peut recevoir aujourd'hui. Et ce qui est tout à fait normal. Donc, on veut faire au mieux et en plus que ce soit aligné avec nos valeurs. Donc, c'est-à-dire, c'était Louis Marty d'ailleurs de Merci Andy qui en parlait, où voilà, ils se sont lancés effectivement un moment dans des produits en verre, sauf qu'ils n'avaient jamais fait de verre. Et puis, en fait, le truc, ça a pété. Sauf que, ok, oui, mais on fait comment? Parce que nous, on a un engagement écologique et on n'a pas envie de foutre de mettre des déchets, des trucs qui vont servir qu'une seule fois dans tous nos colis. Donc, non. Franchement, chapeau. Tout à fait. Et c'est là où, justement, mon expérience aussi chez My Jolie et notamment Martin nous a pas mal aidé parce que l'envoi de produits fragiles, on connaissait un petit peu du coup avec My Jolie. Donc, on savait déjà à peu près comment faire. Mais après, là où il y avait une grosse différence, c'est que on n'a pas un seul produit qui ressemble à un autre. On n'a pas un seul panier qui ressemble à un autre. Donc, on a vraiment des commandes de 18 assiettes avec 6 bols. On a 5 bols avec 3 assiettes et 2 mugs. Donc, c'était là le vrai gros casse-tête et ça l'est toujours aujourd'hui. Je suis d'accord. C'est qu'au final, on ne peut rien vraiment standardiser parce que toutes les commandes sont différentes. C'est ça aussi qu'on a voulu créer. C'est une marque comme ça qu'on a voulu créer. Donc, aujourd'hui, on en est très content. Mais c'est quand même un casse-tête. C'est que voilà, le but et c'est le plaisir chez Celadon, c'est pouvoir créer son mix de vaisselle. Donc, forcément, c'est un mix personnalisé. Il n'y en a pas un seul qui ressemble à un autre. Et donc, nos commandes à l'expédition, c'est la même chose. Donc, c'était un peu le casse-tête de base et ça l'est toujours. Couplé à cette envie du coup de respecter l'environnement et d'avoir des engagements écologiques et couplé à un colis du coup pas trop moche. Donc ça faisait pas mal de questions de base et en fait je me suis relativement assez vite dit que l'esthétique comptait mais n'était pas le principal quand on commandait de la vaisselle. En fait je me suis simplement dit que aujourd'hui, on est habitué à commander des vêtements, par exemple, en ligne. Il n'y a pas de vrais enjeux à recevoir ces vêtements, à part le recevoir en temps en heure, mais il n'y a pas d'enjeu, on va dire, de colis, de cases, de tout ça. Donc, du coup, il faut que quand on reçoit un vêtement, en tout cas, on ait une vraie expérience client derrière, une vraie expérience colis. Sur de la vaisselle, pour moi, l'expérience colis se mettait plus du coup au niveau de la casse, où c'était plus important de recevoir son colis en bon état et sans casse qu'un colis joli. Même si, voilà, il fallait quand même, j'entends quand je dis joli, il fallait quand même que ça soit présentable et pas mamie qui t'envoie un colis. Mais voilà, en tout cas, c'était important pour moi d'avoir réfléchi là-dessus et de m'être dit qu'effectivement, c'était plus important de privilégier la protection, de privilégier la casse et l'engagement écologique avant la beauté et l'expérience, on va dire, personnalisée et un peu brandée des colis. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on n'est toujours pas sur des colis personnalisés. On n'a pas encore de standard, encore de taille de carton, tout simplement. Donc ça reste un petit peu compliqué, mais on y travaille. On a travaillé surtout sur vraiment plutôt le moment du coup de l'ouverture du colis avec un petit mot personnalisé à l'intérieur, une petite carte de remerciement où on continue à écrire à la main qui a préparé la commande et surtout d'éviter du coup la casse à l'intérieur et la déception de recevoir sa vaisselle cassée. Donc pour l'instant ça passe là-dessus et on va dire qu'on s'est vraiment concentré sur la casse et au final on s'en sort pas trop mal puisqu'on est à moins de 2% de taux de casse donc pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Ouais, c'est pas mal quand même du coup. Mais c'est intéressant d'avoir ce cheminement intellectuel de se dire qu'est-ce que je privilégie et effectivement si vous êtes une marque qui vend par exemple des vernis et que la variante que vous avez c'est la couleur du vernis, en fait vous avez vachement de chance parce que du coup en termes de packaging tu peux vraiment tu fais faire ton empreinte de ton truc de vernis et en fait t'as juste les couleurs qui changent à l'intérieur quoi. C'est du bonheur entre guillemets clairement hein. Donc, après il y a des on va dire qu'il y a des risques ou des difficultés ailleurs. C'est ça un peu aussi la magie de toute l'étendue des
des business models et des concepts possibles. C'est que justement, il y a cette étendue de possibilités et d'axes où ça sera différent en fonction du business et du concept, quoi. Et alors, en termes de SAV, comment ça se passe parmi les 2% de casse notamment? D'ailleurs, est-ce que, au final, en termes de SAV, est-ce que ton contact SAV est principalement lié à de la casse ou pas forcément? Pas forcément. Pas forcément parce que du coup, on a très peu de taux de casse quand même sur, moins de 2%. On est vraiment content parce que, par exemple, chez My Jolie, on était au-dessus alors que c'est des produits qui sont plus faciles, on va dire, quand même à envoyer, qui sont préparés chez un logisticien alors que nous, toutes les commandes sont toujours préparées, à la boutique et par nous. Donc, on n'a pas enfin, on a forcément des retours sur les taux de casse, mais c'est pas la principale demande. Je suis en train de travailler justement sur un FAQ, pour nos clients prochainement. Donc, je suis en train de réfléchir à ces questions-là et on a justement les questions qui reviennent le plus, c'est sur les retours des produits en stock, les réassorts et les lancements de nouvelles collections. Après, on a pas mal de demandes aussi sur l'utilisation en elle-même du produit. Est-ce que le produit passe au lave-vaisselle, au four et au micro-ondes? Donc, ce type de questions-là. Et après, en boutique, principalement, c'est plus du coup des questions aussi sur la fabrication, sur l'histoire de la marque, sur l'histoire des céramiques, mais c'est pas la demande principale, la casse en tout cas. Il y a des demandes sur la livraison, mais c'est pas la principale. OK. C'est quoi ta plus grande fierté chez Celadon en termes d'expérience client? C'est l'action ou ce que vous avez mis en place dont vous êtes le plus fier? Alors c'est pas forcément quelque chose de commun à l'équipe, on va dire que c'est vraiment une petite fierté personnelle. Du coup, je le vois vraiment comme une fierté personnelle où je me rappelle, c'était au premier pop-up store, deuxième pop-up store en décembre 2020. On avait eu du coup les commandes en ligne en même temps que les commandes de la boutique, ce qui était du coup compliqué à gérer parce que c'était le même stock. Donc, on a eu quelques clientes déçues où les produits étaient partis à la boutique et on n'avait pas eu le temps de les mettre de côté pour le site, donc on n'avait pas pu les expédier. Et donc c'est des clientes que vraiment, encore une fois, toujours dans cette démarche et cette anecdote surtout de Martin qui dit qu'un client avec un souci, c'est un client doublement satisfait à la fin si on s'occupe bien de lui. Je les ai appelés tout de suite et désolée de devoir leur empêcher d'avoir la suite de leur cadeau de Noël sous le sapin. Donc j'avais appelé une de mes clientes, une de mes premières clientes du coup, à qui c'est arrivé. En tout cas, je pouvais pas expédier la globalité de sa commande et on avait je pense toutes les deux un peu un coup de cœur lors de l'échange parce que c'était un échange très sympa. Elle avait un accent très chantant du sud qui était hyper agréable à entendre quand on était en plein mois de décembre, pop-up store, fatigué, sous la pluie. Donc un petit peu la totale, ça faisait du bien d'entendre un petit peu l'accent du sud. On a eu un échange vraiment super sympa. On a trouvé une solution toutes les deux et je sais que c'est une cliente qui du coup m'avait marqué à l'époque et avec qui j'avais pas forcément eu de nouveaux contacts ensuite, mais en tout cas avec qui j'avais retenu cet échange-là. Et en fait, très récemment, j'étais à la boutique, donc du coup, mon bureau est derrière la boutique, donc même si je vois pas forcément les clientes, je les entends. À un moment donné, une cliente rentre et demande si du coup je ne suis pas là, et j'y vais. Donc elle m'explique qu'elle est du coup une telle que j'avais eu au téléphone. Elle me raconte le souci qu'on avait eu. Et en fait, tout de suite, j'ai reconnu l'accent et donc je l'ai rappelé par son prénom et elle m'a dit, ah, mais on était hyper contentes de se rencontrer toutes les deux, après 1 an, au final, de rééchanger, elle était venue pas spécialement à Paris pour Céladon, mais en tout cas, elle avait prévu dans son séjour de venir à la boutique parce qu'elle avait vu qu'on avait ouvert la boutique, donc pour pouvoir nous rencontrer. Donc, c'était vraiment super chouette de voir qu'effectivement, un client dont on s'est bien occupé, donc ça nous a fait plaisir aussi, parce que c'est ça qui est important, c'est vraiment aussi de prendre du plaisir dans la gestion du service client et de l'expérience client. Donc de revoir cette cliente, de la rencontrer, de réentendre son accent chantant en plein mois de décembre, pareil, quand on est fatigué et qu'on a fait plein de choses avant, c'est toujours hyper agréable. Et j'avoue que c'est une petite fierté du coup, parce qu'elle m'avait dit à la fin, j'ai toujours votre numéro de téléphone enregistré dans mon téléphone, donc ça m'a fait assez plaisir à la fin de voir que j'étais aussi privilégiée, mine de rien.
Très clair. Et tu parlais de mettre en place une FAQ là. C'est quoi tes prochaines étapes, en termes de relations clients? Les prochaines étapes en termes de relations clients, il va avoir, toute la gestion en gros, permanente. On a lancé, en fin d'année une nouvelle version du site, qu'on souhaite du coup plus ergonomique, plus facile pour parcours client avec plus d'infos, sur les fiches produits, plus d'infos sur la livraison, sur la fabrication. Donc vraiment, un site plus clair et plus informatif, on va dire, qui regroupe aussi un peu plus l'univers de la marque. Donc ça va être de continuer à travailler, l'ergonomie du site et justement ce parcours client, sur le site. Une des prochaines étapes et un des gros projets aussi sur lequel on travaille, c'est plus la partie, vraiment CRM qu'on n'a pas eu le temps de vraiment, travailler encore. On a du coup ce premier mail qui part, mais c'est uniquement pour les premières commandes. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler un flow un peu plus continu Parce que tu pour, pas contente du CRM de Shopify? mais c'est pas que je suis pas contente, c'est qu'en soi, il est pas personnalisé, il est pas, à l'image de l'univers de la marque, il est pas forcément adapté au discours qu'on essaye aussi d'avoir, il raconte pas forcément, grand-chose. Donc il est très bien pour l'instant et en tout cas, il fait le job au début parce Bah, que pour suivre tes chiffres, tes perfs, les paniers moyens, les clients récurrents, et cetera, quoi. ouais, c'est ça. Déjà pour ça, mais au niveau vraiment du CRM en lui-même, dans les mails qu'il envoie après les commandes, et cetera, pour le suivi des expéditions, et cetera, je trouve il va pas aussi loin que j'aimerais bien, qu'on aille en tout cas. Tu l'as Donc connecté à quelque chose, le CRM de Shopify, pour envoyer ouais, les c'est mails? Klaviyo. On travaille D'accord, avec OK. Klaviyo. Donc l'idée, voilà, c'est de retravailler avec Klaviyo des mails, un peu plus jolis à la fin des commandes, que ça soit en ligne ou en boutique, des mails qui soient du coup personnalisés pour la boutique et pour le site, de retravailler justement aussi un peu tout le flow de CRM, mais on continue quand on s'abonne aussi à la newsletter, parce qu'on invite beaucoup à s'abonner à la newsletter justement pour être au courant des réassorts, des retours, et cetera. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler un flow aussi continu à partir du moment où on s'est inscrit. Nous, on essaye d'envoyer des mails, mais j'avoue qu'on a un petit peu du mal, donc on n'en envoie pas forcément beaucoup. Mais du coup, d'avoir quand même une histoire enfin, en tout cas, raconter notre histoire aussi au fur et à mesure aux gens qui se sont abonnés à la newsletter. Et après, qu'est-ce que je dirais d'autre? Tu reprends tes petites notes. Je reprends mes petites notes. Qu'est-ce que... Ouais, j'avais pensé... Bah, ça, c'est un travail, pareil, continu autant que le site, mais la partie un peu branding et personnalisation, je pense que pour vraiment créer une marque, c'est aussi très important d'avoir en tête que l'expérience client, elle sera au cœur de cette marque qu'on va créer, en tout cas qu'elle est ultra importante et qu'elle... Enfin, qu'on fera pas de marque si on n'a pas de clients satisfaits, on va dire. Donc vraiment continuer ce branding et ce branding et cette personnalisation de la marque en travaillant avec et pour nos clients. OK, très clair. Et quel conseil justement, mais alors c'est peut-être au final le conseil que tu donnerais, aux entrepreneurs? Oui, Peut-être ou pas, hein, il y a peut-être un autre conseil que tu voudrais donner aux entrepreneurs? Bah, sur la partie expérience client, moi, en tout cas, le meilleur conseil que je pourrais donner, même si je suis pas du tout une experte, mais c'est vraiment de toujours le garder en tête et de vraiment l'avoir en tête comme le cœur de la marque, comme le cœur de la créa, comme le cœur de la logistique, comme le cœur en fait, de tout ce qui va graviter autour du projet ou d'une entreprise. C'est que le centre, enfin, le service client et l'expérience client surtout est vraiment, ouais, le cœur de tout et qu'il faut pas du tout le négliger. Au contraire, il faut vraiment l'avoir en tête comme le cœur qui va tout développer autour, quoi. Je En vois tout que tu cas, fais des gestes en même temps. ouais. Est-ce que tu l'as matérialisé, toi, par quelque chose quand tu t'es posé sur le parcours client? J'en sais rien. Est-ce que tu t'es fait un PowerPoint où tu as mis des blocs un peu partout? Est-ce que tu as fait des dessins sur une feuille? J'ai pas, pas fait ça pour l'expérience client au global. Je l'ai fait plus pour le client. Je suis, une personne qui adore faire des PowerPoint, des présentations. Dès que j'ai Mmh. un truc en tête, je l'écris parce que sinon ça me reste en tête et ça va pas. Donc du coup, j'avais fait plutôt
on va dire une personnalisation des clients, un peu, en tout cas des premiers clients Céladon. Je sais que c'était un exercice qu'on avait pas mal fait justement chez Birchbox avec notre cliente type entre guillemets qui s'appelait Chloé à l'époque. Donc t'as fait tes personas du coup. Ouais, j'ai fait mes personas et je trouvais ça hyper intéressant au moment où je les faisais justement. Je l'ai fait en racontant un peu une petite histoire pour chacun d'eux et de justement me mettre un peu à leur place et d'imaginer l'expérience qu'ils avaient envie d'avoir en achetant de la vaisselle en ligne, en achetant une nouvelle marque comme Céladon, quoi. Ok, très clair. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à des grandes marques? Tu vois, des corporates, des très, 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 très gros. Ça, c'est une question un peu dure pour moi parce que j'ai quasiment pas d'expérience en fait en grande marque, donc je me sens pas forcément légitime et je sais pas non plus comment ça se passe, on va dire au sein d'une grande marque, mais je dirais que ce qui me viendrait en tête, ça serait surtout voilà, de vraiment pas négliger l'expérience client globale et le service client, que c'est toujours quelque chose qu'il faut, selon moi, garder en interne, parce qu'encore une fois, c'est ça qui va permettre de faire le lien entre toutes les équipes et d'avoir une belle marque à la fin. Mais je sais qu'il y a certaines boîtes, en tout cas, dont j'avais entendu parler, qui ont fait le choix de décentraliser, je crois que c'est ça le terme, le service client et de le mettre soit totalement dans un autre pays, soit avec une autre équipe ou que des freelances. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée personnellement. Je pense que c'est intéressant de l'avoir et que c'est vraiment primordial de l'avoir en interne pour n'importe quelle taille de boîte, parce que c'est de là où en fait on va pouvoir avancer dans tous les sens. Enfin, c'est comme ça qu'on a nos retours clients en fait, c'est d'être en relation avec le client, quoi, tout simplement. Ok, c'est un vaste débat, mais je pense qu'il y a pas mal d'épisodes du podcast que tu peux écouter pour alimenter ce débat. Et alors, au final, Amélie, est-ce que tu peux me dire quelle est ta pire expérience client? Ma pire expérience client, en plus elle est assez récente. En tout cas elle est toujours pas terminée, on va dire, vraiment sur le papier. C'était plutôt en B2B, donc c'était vraiment moi qui étais la cliente d'une entreprise qui nous a fait nos sacs pour la boutique. Et du coup donc on savait qu'on allait avoir la boutique, donc on a travaillé pas mal en amont sur des sacs, parce qu'en plus on a la complexité qu'on a des produits qui sont lourds, donc on peut pas avoir n'importe quel sac, il faut que les sacs soient résistants, on peut pas juste mettre des sacs en craft, donc on voulait des sacs personnalisés mais qui soient quand même assez repérables. J'avais pensé au tote bag, mais j'avoue que j'avais pas envie de faire ça parce que j'en ai marre des tote bags. Je pense qu'on est quand même pas mal à en avoir tout un gros tote bag qui renferme tous les autres tote bags. Donc du coup j'avais envie de changer un peu ça, et bref on a trouvé du coup une solution avec des sacs en toile de jute, et on s'est dit qu'on voulait aussi des sacs vraiment personnalisés aux couleurs de Céladon et pour la boutique. Donc du coup on a commandé ces sacs, on a travaillé sur ces sacs, on les a commandés début octobre donc de cette année, en parlant tout de suite des délais avec le fabricant, et on était tombé d'accord, enfin en tout cas on s'était accordé sur une livraison sous 6 semaines, donc pour les avoir parfaitement pour Noël, en tout cas pour les avoir début novembre, mi-novembre. Et évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. La livraison des sacs a eu lieu le 23 décembre à 15h. Donc, je te laisse imaginer mon désarroi et tout ce qu'on a dû faire avant, parce que pour avoir des sacs au moment de Noël où c'est le plus gros rush à la boutique et qu'évidemment on a besoin de sacs, il a fallu en recommander entre-temps. On a relancé 15 000 fois le fabricant, on n'avait pas de nouvelles, etc. Il ne répondait pas, il comprenait pas, je pense, l'urgence de la situation. On a eu une livraison le 23 décembre plus que chaotique. C'était vraiment horrible. À la place de nous livrer une palette, ils nous ont livré 2 palettes. Donc le premier carton que j'ai ouvert, j'ai découvert que ce n'était pas mes sacs, mais des pochettes cadeaux du PSG. Donc, ce qui n'avait absolument rien à faire chez Céladon. En tout cas, je ne pouvais rien en faire. Donc voilà, livraison
plus que lamentable et un délai qui était incroyable. On fermait la boutique le 24, donc vraiment les sacs le 23. Ça sert à rien quoi en fait. Enfin, c'est foutu là. On les a pour maintenant. Heureusement, c'était pas que des pochettes cadeaux, c'était pas personnalisé le Noël. On n'avait pas fait cette erreur-là, donc c'était déjà pas mal. Mais voilà, enfin plus que lamentable. Et en termes de service client derrière, parce que du coup, je considère que j'étais vraiment la cliente et que j'attendais. À partir du moment où ça commençait à partir un peu en cacahuète, j'attendais quand même une relation cliente et en tout cas d'être un petit peu privilégiée et d'être prise en considération, on va dire. Plus que lamentable aussi, où j'avais pas de nouvelles, malgré mes relances et tout, ça ne fonctionnait pas. Et récemment, j'ai reçu du coup juste la seconde partie de la facture à régler. Sans un petit mot personnalisé, sans un désolé pour toutes ces mésaventures, sans un geste commercial aussi. Je considère que c'est quand même assez important, et justement si on veut créer une bonne relation, si on veut que la personne se souvienne de l'expérience client, il faut aussi savoir apporter des réponses personnalisées et des réponses différentes quoi. Donc voilà, une expérience dont je me souviens mais pas dans le bon sens, on va dire, et du coup c'est ma pire expérience client, je pense, récemment en tout cas. Ok, et quelle est ta meilleure expérience client quand on fasse un truc positif? Ouais, un truc qui fait du bien. Ma meilleure expérience cliente, c'était aussi assez récemment. C'était pendant le confinement. C'était avec une marque que Lequel de confinement? Le premier. Le vrai. Le premier, c'était avec une marque que j'adore et que du coup, j'ai pas du tout honte de citer ici. C'est Icône Lingerie, avec qui j'ai eu la chance en plus de faire une jolie collaboration récemment. J'avais commandé pendant du coup le premier confinement personnellement du coup sur Icône. Le colis n'arrivait pas ou était perdu. Enfin, je savais pas trop ce qui se passait. Je pense qu'il était plutôt perdu. Et du coup, j'avais contacté le service client en les informant que voilà, j'étais un peu déçue, qu'il semblait être perdu, etc. et savoir ce que je pouvais faire. J'ai eu une réponse, je crois, dans les 15 minutes qui ont suivi mon mail, pour m'informer qu'ils avaient déjà, ils mettaient ma commande en renvoi, quoi, en gros, et donc ils me renvoyaient directement les articles sans que j'attende plus longtemps. Donc j'ai trouvé que déjà la réponse apportée était incroyable, hyper rapide, hyper simple, alors que je savais que c'était un moment où justement les marques du digital étaient un petit peu débordées parce que j'étais loin d'être la seule à commander en ligne. Donc j'ai été hyper satisfaite déjà de cette première réponse, et l'expérience s'est pas arrêtée là parce que du coup ensuite le premier colis est arrivé avant le deuxième colis. Donc du coup, cliente honnête comme je suis, et surtout que j'ai envie d'aider, on va dire, aussi les startups, je les ai prévenus que j'avais reçu le premier colis et du coup comment je pouvais faire pour renvoyer l'autre, on va dire. Et en fait, ils m'ont dit de tout simplement de garder les deux colis, que voilà, c'était un peu une erreur logistique de leur part et qu'ils savaient pas trop ce qui s'était passé, mais que c'était pas grave et que je pouvais garder les deux. Donc déjà, encore une fois, je trouve que la réponse est incroyable. Honnêtement, en termes d'expérience client, c'est fou de se dire, et je m'en souviens encore hein, quand je sors du coup les deux commandes, à chaque fois ça me fait rire et je me dis mais c'est trop gentil et c'est chouette. Et du coup, l'expérience s'est toujours pas arrêtée là. Elle a continué après en bien, alors que déjà elle était vraiment pas mal. J'ai eu un coup de téléphone du coup du fondateur, du cofondateur du coup, parce qu'ils sont deux de Icône, pour simplement échanger avec moi sur mon expérience client. Donc c'est justement, fou, tu vois. Ouais, très sympa. C'est ça qui m'a notamment donné l'idée, moi, d'appeler les clientes après Céladon pour justement recueillir un peu leur retour. Et du coup, on a eu un échange hyper sympa, vraiment intéressant, et on sentait que tous les retours qu'on pouvait faire, en tout cas sur justement l'expérience client, allaient leur servir et ils allaient l'utiliser, et qu'on allait un petit peu aussi contribuer à l'aventure Icône. Donc c'était hyper chouette, et il y a vraiment cette notion de se sentir privilégié, d'avoir une réponse qui est pas commune et qui est pas un robot qui répond à un mail type, quoi, on va dire. C'est pas mal, tu vois, je suis un peu jalouse parce que moi j'ai déjà commandé chez Icône et ils m'ont jamais appelé. Peut-être que c'était au début, parce qu'après je pense que c'est compliqué aussi, surtout pour les fondateurs aussi, d'appeler tout le monde. Je sais que chez Birchbox on avait essayé de le refaire un peu aux anniversaires notamment, où on était chaque personne des équipes avait une dizaine de clients à contacter pour savoir un petit peu leur expérience et échanger avec eux, etc. Donc
on essayait de faire ce côté un peu coup de téléphone à l'improviste, on échange, et du coup, j'avais déjà noté que c'était des moments hyper importants et hyper privilégiés avec les clients. Mais là, effectivement, cette expérience avec Icône, je me suis dit que c'était vraiment tout simplement un très bon move et très intéressant pour les deux, en fait, à la fois pour moi, parce que c'est toujours un plaisir d'échanger, surtout quand ça se passe bien, et même, je pense, du coup, quand ça se passe mal, c'est aussi un plaisir de pouvoir parler à quelqu'un. Et à la fois pour eux, parce que du coup, ils ont collecté des datas, ils ont, je suppose, avancé. Je dis pas que je leur ai donné des retours merveilleux, mais Mais si. très très helpful, mais au final, je pense qu'ils ont quand même appris des choses, et que c'était le but de cette démarche pour eux, quoi. Et chez Birchbox, quand ça appelait aux anniversaires, c'était toute l'équipe qui appelait, c'était pas que l'équipe relations clients. Non, on avait des moments, je crois qu'on l'a fait pour 1 ou 2 anniversaires, où c'était vraiment toutes les personnes de Birchbox qui avaient une liste de 5 à 10 clients Comment à ça, appeler. pour tous les anniversaires? Ça veut dire qu'en gros, il y a 2 jours dans l'année où c'est les anniversaires des clients, où tu te dis, Non, par non, exemple... non, non, c'était pour l'anniversaire de Birchbox. Oui, pardon. Ok, Pardon. ça marche. Oui, non, je me suis mal exprimée. Autant pour moi, effectivement, c'était au moment de l'anniversaire de Birchbox où on appelait nos meilleures clientes, ou des clientes très fidèles, ou des D'accord. clientes récentes. On avait du coup chacun une liste, et effectivement, on les appelait à ce moment-là. Très clair. Oui, Bon, non, c'est vrai que ça aurait été un petit peu compliqué. Oui, mais non, mais en même temps, il y en a qui font des mails pour les Oui. anniversaires et tout, et il faut pas lésiner sur ces petites attentions, c'est-à-dire que même aux périodes de fête, envoyer des petites cartes postales, etc. Il y a pas forcément t'es pas forcément obligé de te greffer à une commande pour adresser une attention à ton client. Attends pas qu'il passe commande avant de lui envoyer quelque chose. Il y a des trucs, ça coûte que dalle, et Ouais, c'est vrai. et faut le faire, et ça a une énorme valeur, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et effectivement, en tout cas, ça fait partie de toute cette notion pour moi de l'expérience client, où le but, c'est simplement de faire plaisir, et aussi d'imaginer, du coup, qu'est-ce qui pourrait, nous, en tant que clients, nous faire plaisir. Moi, je suis une grande acheteuse du digital, donc je fais d'autant plus maintenant, très attention justement aux expériences clients, aux petites attentions que peuvent avoir les marques. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a à partir du moment où c'est fait avec envie, et en tout cas avec cette envie de faire plaisir, c'est forcément ça fonctionne plus, et en même temps ça permet de créer une vraie relation qui est hyper importante, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client sur ce podcast? Je dirais Julien Bergis, qui est le fondateur des Raffineurs, qui est mon mentor chez Réseau Entreprendre, et qui est du D'accord. coup une personne, en tout cas, très très inspirante, qui a toujours des bons conseils, qui a en plus une vision assez large de pas mal de points, que ça soit à la fois sur l'expérience client et sur les marques du digital. Donc qui a vraiment en tout cas un panel d'expertise assez chouette. Et je pense qu'en expérience client, ils ont pas mal de retours hyper intéressants. En plus, ils ont cette notion aussi du digital et du retail, donc une gestion aussi différente en tout cas de l'expérience client. Et en plus, ils ont quand même aussi un secteur, on va dire, notamment avec les petits raffineurs, qui est un secteur un peu plus complexe. Enfin, je sais pas comment ça se passe au niveau des clients, mais on va dire qu'une maman pas satisfaite, j'ai peur que ça soit un petit peu comme maman ours. Donc du coup, je pense qu'ils ont peut-être des retours, en tout cas aussi des anecdotes un peu marrantes, peut-être. Ok, et ben écoute, avec plaisir pour que tu me mettes en relation, Amélie. Avec plaisir. Bon, et ben merci en tout cas pour cet échange. Merci à toi. Je suis ravie d'avoir pu discuter avec toi. Je souhaite une très longue vie à Céladon, plein de commandes, des super Merci. expériences colis, et puis plein de nouveaux projets. Et voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'être de plus en plus nombreux sur Le Client, de plus en plus nombreux à nous soutenir. Si vous êtes encore ici, c'est que, je l'espère, l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une très très bonne journée, une belle semaine, et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode. Bye!